Chers téléspectateurs de TV Liberté, bonjour et bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat, je le rappelle, avec la revue d'histoire européenne. Il fut le premier président élu au suffrage presque universel de la République française, mais il était aussi le neveu de Napoléon Ier. Nous allons aujourd'hui parler de Napoléon III, personnage complexe et controversé de l'histoire de France. Souvent dépeint comme un autocrate, autoritaire et impérialiste, son règne est souvent résumé au coup d'État du 2 décembre 1851 et à la défaite de Sedan en 1870. Pourtant, il est temps de réévaluer cette perception et de reconnaître la contribution essentielle de Napoléon III à la modernisation de notre pays. Napoléon III était-il avant tout un visionnaire avec une idée claire de l'avenir et qui a travaillé sans relâche pour réaliser ses objectifs? A-t-il compris que la France avait besoin de se moderniser pour rester compétitive sur la scène internationale? Il a initié des réformes économiques, politiques et sociales importantes qui ont permis à la France de sortir de la stagnation dans laquelle elle se trouvait. Sur le plan économique, Napoléon III a mis en place des politiques audacieuses pour stimuler la croissance et l'innovation. Il a encouragé l'industrialisation et le développement des chemins de fer, créant ainsi de nouveaux emplois et ouvrant de nouveaux marchés pour les produits français. Il a également modernisé les infrastructures avec des grands travaux tels que l'élargissement de Paris et la construction de routes et de ponts à travers la France. Sur le plan politique, Napoléon III a compris l'importance de la participation populaire et a travaillé pour établir une véritable démocratie représentative en France. Il a également entrepris des réformes sociales importantes, telles que la création d'une première forme de sécurité sociale et l'amélioration des conditions de travail. Pour évoquer tous ces points et répondre à la question « Napoléon III est-il l'inventeur de la France moderne ?», nous recevons l'un des meilleurs connaisseurs de l'homme et de la période, Éric Anceau. Éric Anceau, bonjour. Bonjour Guillaume Fiquet. Vous êtes, si je ne me trompe pas quand je dis, vous êtes un spécialiste de Napoléon III et du Second Empire. En effet, vous avez écrit une quinzaine d'ouvrages, dont un Napoléon III paru chez Taillandier et réédité dernièrement dans leur collection Texto. Mais aussi, ils ont défait et fait le Second Empire, qui est une galerie de portraits de l'entourage de l'empereur, toujours chez Taillandier. Et le dernier en date? Alors, sur le sujet de Napoléon III, le dernier en date, c'est 1848, la première élection présidentielle de l'histoire française. Et vous avez obtenu le Grand Prix de la Fondation Napoléon en 2000 pour vos travaux sur le Second Empire. Et je rappelle que vous êtes agrégé docteur en histoire, professeur associé à Sorbonne Université, où vous enseignez l'histoire du 19e siècle. Nous allons donc tâcher de répondre à la question, à savoir si Napoléon III est vraiment l'inventeur de la France moderne. Mais avant toute chose, et rapidement, posons le décor. Alors, quel est l'état du pays au moment de son accession au pouvoir, notamment économiquement, socialement et sur la scène internationale? Il y a deux accessions au pouvoir, si vous le voulez, puisque dans un premier temps, on vient de le rappeler à l'instant, en décembre 1848, il se fait élire président de la République au suffrage universel masculin. La Deuxième République est née en février précédent, février 1848, d'une crise économique et sociale très intense, la plus importante en fait du siècle, et par ailleurs de troubles politiques, d'une détestation du roi Louis-Philippe, de la monarchie de Juillet et plus encore de son principal ministre Guizot. Donc on en est là, les républicains n'ont pas réussi à s'imposer véritablement au pouvoir, il faut dire qu'ils ont de très très grandes difficultés financières. Nous avons connu en juin précédent une véritable guerre civile et Louis-Napoléon Bonaparte, puisque tel est son véritable nom, est en Angleterre, il observe la situation et il va rentrer en septembre, ayant été élu, je dirais même plébiscité pour devenir représentant du peuple, c'est-à-dire député. Et c'est à ce titre qu'il va mener campagne pour l'élection présidentielle, où il va être élu absolument triomphalement. Imaginez 9 millions d'électeurs à l'époque, et il récolte 5,5 millions de voix. Il n'y a pas besoin de deuxième tour. Il est élu à la majorité absolue dès le premier tour. Il devance multitude de candidats, dont le général Cavaignac, le chef du pouvoir exécutif, qui bénéficie de tout l'appareil d'État et des médias de l'époque, et qui ne recueille qu'1,5 million de voix, c'est-à-dire 3,5 fois moins que lui. Donc c'est un climat, je dirais, de tension, et il va chercher à l'apaiser, mais il a très peu de pouvoir sous la Deuxième République. Il n'a pas la possibilité de se faire réélire au terme d'un mandat qui est très court, qui est un mandat de 4 ans, et il va donc réaliser un coup d'État le 2 décembre 1851, pour se maintenir au pouvoir. Il va réviser la Constitution, et là, pour le coup, il va avoir de très très grands pouvoirs, dans le cadre d'une république décennale d'abord, puis, au bout d'1 an, il passe à l'empire du Second Empire.
Alors, quels étaient les secteurs clés de l'économie française à l'époque? Alors, bien évidemment, l'agriculture au premier chef, puisque 85% de la France est rurale, et vous avez entre 65 et 70% d'agriculteurs, de paysans à l'époque. Donc, si vous voulez, ça explique, on l'abordera peut-être tout à l'heure, pourquoi Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III va mettre l'accent sur les campagnes, parce que le corps électoral, dans le cadre d'un suffrage universel masculin, se trouve principalement dans les campagnes. Ce sont des paysans. Mais la France a commencé à s'industrialiser dès la monarchie de Juillet, donc 20 ans auparavant. Et justement, Napoléon III va mettre l'accent sur ce secteur en pleine expansion. Son idéologie, je dirais, même si pour Napoléon III, il est dur de parler d'idéologie, c'est avant tout un pragmatique, mais il fait beaucoup son miel des idées de ceux qu'on appelle les Saint-Simoniens, pour lesquels, si vous voulez, le bonheur de la population passe par le progrès économique, et ce progrès économique est porté véritablement par deux secteurs, c'est-à-dire l'industrie d'une part, et la grande industrie en particulier, et d'autre part le commerce. Ok, donc il a vraiment réfléchi à cela. Il a une culture économique et il a des auteurs de référence. Vous parliez les Saint-Simoniens, c'est pas le Saint-Simon de Louis XIV. Ah non, c'est l'un de ses parents éloignés, qui est un penseur socialiste, je dirais, mais socialiste étatique en fait. Mais attention, qui aura une grande influence en Algérie d'ailleurs, il me semble. Exactement. Mais quand on dit étatique au XIXe siècle, c'est pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un État, je dirais, qui pilote l'économie, et dans le cadre d'un État qui est très libéral, qui est beaucoup, qui n'est pas hypertrophié comme il peut l'être aujourd'hui. Donc il s'appuie sur ses idées. Alors il a énormément lu dans sa jeunesse, c'est un très très grand lecteur, c'est un intellectuel ce Napoléon III, et en particulier parce qu'il a fait 2 coups d'État, et au terme du deuxième, il est condamné à la réclusion à perpétuité au fort de Ham dans la Somme. Il a une grande bibliothèque autour de lui, et il va passer ses journées en fait à lire les économistes libéraux, on pense à Adam Smith ou à Jean-Baptiste Say, et également les penseurs socialistes. Et sa pensée en fait, ça va être une pensée mixte. Il se fait sa propre... C'est un autodidacte économique. D'une certaine façon, oui, parce qu'il dira toujours « mon université de Ham », c'est-à-dire l'université de ma prison. C'est là où il s'est fait sa culture. En fait, il est autodidacte, oui et non, parce qu'il a une très bonne formation militaire. Il est passé par une école d'artillerie en Suisse. Il est d'un point de vue militaire, là, il a une formation très solide. Mais en revanche, dans les autres domaines, vous avez raison, c'est une formation en grande partie d'autodidacte. Il a voyagé aussi les États-Unis. Il a voyagé énormément. C'est ça qui est phénoménal, c'est-à-dire il a accompli plusieurs voyages en Angleterre, 3 avant de devenir président de la République. Et l'Angleterre, c'est la première puissance économique à l'époque. Il est descendu au fond d'une mine, il a vu fonctionner des manufactures dans le nord de l'Angleterre, il a utilisé la voie ferrée, et il développera en France bien évidemment la voie ferrée. Et puis, lors de l'un de ses exils, il a également vu les États-Unis d'Amérique, les très grandes villes comme New York. Alors, il n'y a pas encore les gratte-ciel qu'on connaît aujourd'hui à New York, mais par contre, vous avez le plan en damier, avec ses grandes avenues et ses grands boulevards rectilignes, et il va s'en inspirer avec son préfet de la Seine, le baron Haussmann, pour moderniser la ville de Paris. Nous parlerons également tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, comment va-t-il encourager donc l'industrialisation de la France? Quelle politique met-il en place et quel impact cela va-t-il avoir sur le pays? Alors, le nerf de la guerre, c'est le crédit. C'est le crédit. La France manque de banques, je dirais, qui financent l'industrie. À l'époque, ce sont principalement la Banque de France, d'une part, qui a été créée par son oncle Napoléon Ier, quand il était encore premier consul, en 1800, et d'autre part, des banques privées qui ne se tournent pas forcément, à l'époque, vers les intérêts industriels, d'autant plus que, on l'évoquait tout à l'heure, 1848 est né, en fait, d'un krach boursier, d'un effondrement des compagnies de chemin de fer. Donc, il y a une méfiance, une réticence, je dirais, des banques familiales privées à se tourner vers l'industrie. Donc l'idée, si vous voulez, de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, va être de créer, d'encourager du crédit industriel, du crédit mobilier, comme on disait à l'époque, pour encourager les investissements. Et il va trouver dans son entourage les frères Pereire, les fameux frères Pereire, Isaac et Émile, qui vont, avec ces encouragements, fonder le Crédit Mobilier, qui est une première grande banque d'investissement industriel. Ceci est créé dès les lendemains du coup d'État, dès l'année 1852. Et je rappellerai également que c'est sous son règne que vont être également créées, avec un certain retard sur l'Angleterre, sur la Belgique, sur l'Allemagne, les premières grandes banques de dépôt. Alors j'en citerai 2 qui parleront à vos téléspectateurs. D'une part, le Crédit Lyonnais, qui est fondé en 1863 par Henri Germain, et d'autre part, la Société Générale, qui est fondée en 1864. Mais ce ne sont que 2 exemples parmi beaucoup d'autres.
Et d'ailleurs, à propos d'exemples, quelques exemples de grands projets économiques. Donc, je parlais il y a les chemins de fer, il y a les ports. Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se développe? Vous évoquiez les ports. La modernisation de la plupart de nos grands ports français date du règne de Napoléon III. On pensera par exemple au port de Marseille. On pensera au port du Havre. Le Havre devient sous-préfecture et prend véritablement son essor à ce moment-là. Le port de Saint-Nazaire, et il y en est de même, Saint-Nazaire devient sous-préfecture sous le règne de Napoléon III. Donc il y a un encouragement aux infrastructures. De très grandes compagnies maritimes transatlantiques et mondiales se mettent en place. On pensera à la Compagnie Générale Transatlantique, qui est créée sous le Second Empire. On pensera aux messageries maritimes, devenues messageries impériales sous le règne de Napoléon III. Donc si vous voulez, on rayonne par les grandes compagnies maritimes, ça c'est un élément central. On le disait tout à l'heure, on développe les chemins de fer, on développe la grande industrie, la sidérurgie, les mines. On a en tête que, bien évidemment, par Zola. Zola, c'est l'un des grands écrivains et romanciers qui a écrit sur le règne de Napoléon III. On a en tête le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, Germinal, bien sûr. Et ce roman n'a pu être écrit que parce que les mines du Pas-de-Calais ont été ouvertes sous le règne de Napoléon III. Et à l'époque, le charbon et le pain de l'industrie. Donc vous voyez, ça ce sont les secteurs un petit peu porteurs, je dirais, de l'économie sous le règne de Napoléon. Alors je vais revenir d'ailleurs au chemin de fer. Il crée une société d'État ou ce sont des sociétés privées? Alors ce sont des sociétés privées, mais qui sont encouragées, confortées par l'État. Si vous voulez, les compagnies de chemin de fer qui avaient connu des difficultés à la fin du règne de Louis-Philippe, certaines avaient fait faillite, vont véritablement apparaître sous la Deuxième République et au tout début du Second Empire, et vont recevoir des bails de très très longue durée, on entend par là 99 ans, qui vont leur permettre de se projeter en fait dans l'avenir et de développer des infrastructures avec un plan qui est déterminé d'ailleurs par l'État, puisqu'il s'agit à partir de l'Étoile de Legrand, qui était un grand ingénieur, qui était le directeur au ministère des Travaux publics, justement des Transports, et bien de rayonner à partir de Paris. On est dans un pays très très centralisé, et sous le règne de Napoléon III, et bien cette étoile de Legrand est achevée. Vous avez un deuxième réseau qui est construit pour desservir les provinces, les régions. Oui, ça, donc je crois que ce deuxième réseau n'est pas forcément rentable, mais on oblige les sociétés. Exactement, c'est ça qui est très intéressant. C'est aujourd'hui où finalement la SNCF, elle ferme des lignes. Exactement, c'est le donnant-donnant de Napoléon III, c'est-à-dire, eh bien, vous avez ce bail de longue durée, on vous soutient quand vous êtes en difficulté, mais par contre, vous développez le réseau de chemin de fer de manière à mailler le territoire. Et puis vous aurez, là on peut rendre hommage à la Troisième République, un troisième réseau pour desservir un certain nombre de sous-préfectures et d'endroits enclavés qui apparaîtra, c'est ce qu'on appelle le plan Freycinet, au début de la Troisième République. Mais le règne de Napoléon III est pivotal et central dans le développement des chemins de fer en France. Je vous livre un chiffre. Avant l'arrivée de Napoléon III, on est très en retard. On est en retard sur la Grande-Bretagne, on est en retard sur l'Allemagne qui est pourtant très morcelée à l'époque, et même sur le petit royaume de Belgique. Nous n'avons que 2500 km de voies ferrées. Et lorsque Napoléon III quitte le pouvoir, nous avons presque 20 000 km de voies ferrées, donc multiplication par 9 du réseau ferré français. Alors à l'époque, le développement des colonies aussi est fortement lié à la politique économique. Alors d'abord, la position de Napoléon III sur la question nationale. Là c'est très très intéressant. Sur la question coloniale, pardon. Quelle est son idée? C'est très intéressant parce que quand il est en prison, il est assez hostile aux colonies, à la colonisation. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il faut se recentrer sur l'Europe. À la chute de son oncle Napoléon, c'est le fameux congrès de Vienne, la France sort extrêmement affaiblie et il veut que la France réoccupe la position centrale sur le terrain du concert des nations européennes. C'est l'Europe à l'époque qui domine le monde. Et puis, il va réfléchir, encore une fois, je disais, c'est un pragmatique, il va écouter ce que disent et qu'écrivent les Saint-Simoniens, en particulier le père Enfantin, qui a succédé à Saint-Simon comme chef d'école, et il va voir de très très grandes potentialités dans les colonies, et en particulier dans l'une d'entre elles, que la France a commencé à conquérir depuis 1830, c'est l'Algérie. Il y est très attaché. Il y est très attaché, qui d'ailleurs dans nos colonies occupe une place particulière puisqu'elle est entre la métropole et les autres colonies, à tel point que sous le règne de Napoléon III sera créé un ministère de l'Algérie et des colonies. C'est vous dire la place particulière qu'occupe l'Algérie dans cette architecture. De très grandes potentialités de développement économique en Algérie, des mines qui sont à exploiter, une richesse agricole en raison
du climat méditerranéen. Et Napoléon III, très vite, va développer ici, avec les Saint-Simoniens, une pensée très très originale. Il va dire, voilà, ça sera très dur de mêler ce peuple arabe en très grande extension par rapport au peuple français, avec le peuple français. Et donc, on ne doit pas l'assimiler. C'était un peu la doctrine, je dirais, l'impérialisme français à l'époque, qui sera reprise et développée, en particulier sous la Troisième République. On va, en prenant le modèle des Britanniques, associer en fait notre colonie algérienne et nos autres colonies à la métropole. Et donc je serai empereur des Français et roi des Arabes. C'est la politique du royaume arabe. Il faut savoir qu'en pleine guerre d'Algérie, et là je me projette à un siècle de distance, eh bien, Charles de Gaulle rendra hommage à Napoléon III. Si nous avions écouté Napoléon III, peut-être aurions-nous évité la guerre d'Algérie. Et d'ailleurs, je crois que même avant le décret Crémieux, il y a un Senatus Consulte de 65 qui donne non pas la nationalité, mais au moins des droits tout à fait, pour les Arabes ou les Israéliens. Considérablement les droits des Arabes, les Arabes qui étaient un petit peu brimés, il faut le dire, à la fois par les colons d'une part et par les militaires de l'autre, c'était ce qu'on appelait le régime du sabre. Et donc Napoléon III va prendre sur lui, ça pouvait être très impopulaire, d'octroyer des droits considérables en fait aux Arabes musulmans en 1865. Et il y a même, vous évoquiez le décret Crémieux, il y a même un décret au moment de l'Empire libéral qui est à l'étude pour accorder en fait la citoyenneté aux Juifs d'Algérie. Et en fait, eh bien, la chute du Second Empire empêchera ce décret d'être adopté. Et c'est la Troisième République qui reprendra, sans le dire bien évidemment, comme dans beaucoup d'autres domaines, je pourrais vous donner 10 exemples, la politique initiée par Napoléon III. Il y a pas donc l'Algérie, mais il y a aussi, c'est la conquête de, alors, ça s'appelle pas encore l'Indochine, c'est la Cochinchine. Exactement. Donc là, il s'agit quoi, de faire la pièce aux Anglais entre autres. Sur la route, alors, de la Chine. le point de départ, si vous voulez, c'est la persécution de missionnaires. Et Napoléon III épouse en fait cette cause catholique, d'autant plus que dans d'autres domaines, il a des choses à se faire pardonner aux catholiques. C'est quand même lui qui va lancer le processus d'unification italienne. Et à l'époque, il faut rappeler que l'Italie est morcelée en 8 États. Le principal d'entre eux, eh bien, ce sont les États pontificaux, parce que le pape est à la fois un souverain spirituel, mais un souverain temporel. Et bien évidemment, en lançant ce processus d'unification, il ouvre une boîte de Pandore. Cela se fait au détriment du pape. Il a donc des choses à se faire pardonner aux catholiques français et aux catholiques européens, et venir en aide en fait aux catholiques persécutés dans le monde, comme ils le sont par exemple en Chine, en Indochine, où on l'évoquera dans d'autres pays dans un instant peut-être, eh bien c'est essayer de redorer un peu son blason. Donc effectivement, il va se lancer dans la conquête de la péninsule indochinoise. Il y a une concurrence aussi vis-à-vis des Britanniques, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est très très nette. Et effectivement, un protectorat va être établi, une association également. Donc c'est le Cambodge et c'est également l'Annam à l'époque. Donc c'est la future Indochine française qu'on connaît sous la Troisième République. Alors, on va rester hors de France, justement, pour aborder la politique étrangère. Vous avez dit que son but était de revenir dans le concert des nations. C'est vrai que la France avait été humiliée au congrès de Vienne. Donc, comment a-t-il géré les relations internationales? Donc, de bons rapports avec l'Angleterre, déjà? Oui, alors les rapports avec l'Angleterre sont complexes et d'ailleurs... C'est toujours je t'aime, moi non plus? Oui, c'est Antoine d'Arjuson qui, il y a quelques années, avait publié un très très beau livre que je recommande à vos téléspectateurs, Napoléon III et Victoria. La reine Victoria adorait Napoléon III, et ce qu'on ne sait peut-être pas, parce qu'on parle d'une première entente cordiale sous le roi Louis-Philippe, elle s'était rendue en visite privée dans son château d'Eu en Normandie, on voit dans son journal intime, qui a été publié il y a quelques années, qu'elle détestait Louis-Philippe, qu'elle considérait comme un parvenu. Et ça pourrait être la même chose de Napoléon III, oui. Mais pas du tout. Napoléon III, elle dit, est un souverain moderne, c'est un souverain qui a du cœur, il aime son peuple, et c'est quelqu'un qui voit loin. Il y avait vraiment un lien très intime qui s'était tissé avec elle. Napoléon III avait ce passé britannique que nous avons rappelé tout à l'heure. Il connaissait très très bien la Grande-Bretagne. Et en même temps, si j'ose utiliser ce terme d'en même temps, eh bien, il était en concurrence avec les Britanniques, car il voyait bien, on l'a dit tout à l'heure avec les colonies, que le principal rival de la France, c'était la Grande-Bretagne. Et il était également en rivalité avec eux sur la scène économique.
bien évidemment. Et tout son règne va être un petit peu ce jeu, on va dire, je t'aime moi non plus avec la Grande-Bretagne. Il n'en demeure pas moins qu'au début du règne, si le coup d'État a jeté un coup de froid, parce que dans le Times on dit plusieurs milliers de personnes ont été assassinées dans les rues de Paris pour que Louis-Napoléon Bonaparte se maintienne au pouvoir. Il y en a eu combien en réalité ? Oh, il y en a eu. Alors voilà, donc les opposants disent plusieurs milliers, le régime en reconnaît 300, et comme très souvent, la réalité se situe entre les deux. Mais un climat de terreur, donc ça plaît bien évidemment à la Grande-Bretagne, pays de liberté à l'époque. D'ailleurs, plusieurs opposants se réfugieront en Grande-Bretagne. Très rapidement, Napoléon III va faire un certain nombre de gestes. Il va envoyer un ambassadeur extraordinaire aux funérailles du duc de Wellington. Alors ça, c'est un geste très fort, parce que le duc de Wellington est le vainqueur quand même, rappelons-le, de son oncle Napoléon dans un certain nombre de batailles, dont Waterloo. Et si vous voulez, ça va séduire en fait les Britanniques. La reine Victoria va venir à l'exposition universelle de Paris en 1855. Et revenons à l'économie, en janvier 1860, va être signé un traité libéralisant les échanges entre les deux pays, qui est, je dirais, le premier pas à une politique libre-échangiste qui sera menée par la suite, puisqu'une quinzaine d'autres traités bilatéraux seront signés avec d'autres grandes nations de la Terre. Alors l'événement clé qui va lui permettre de revenir dans le concert des nations, c'est la guerre de Crimée. Exactement. C'est la première. Alors, il avait promis... Quel est l'avantage de la France de s'engager aux côtés des Turcs et des... Merci de me lancer sur le sujet. Il avait promis, en rétablissant l'Empire sera la paix. Parce qu'il s'agissait de se démarquer de son oncle. Le Premier Empire avait été indéniablement la guerre, et de bien se faire voir justement des Britanniques. Moyennant quoi, très rapidement, l'Angleterre va reconnaître le Second Empire, et les autres puissances vont lui emboîter le pas. Et en 1853, il va y avoir une brouille avec la Russie, ça nous ramène à notre actualité, puisque la Russie va vouloir accéder aux mers chaudes, et elle va s'en prendre à ce qu'elle considérait être à l'époque l'homme malade de l'Europe, c'est-à-dire l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui contrôle une partie de la mer de Crimée et qui contrôle surtout toute la partie orientale de la mer Méditerranée. Et donc les Russes vont attaquer les Ottomans. Et tout de suite, les Britanniques d'une part et les Français de l'autre vont voler au secours de l'Empire ottoman. Alors pour des raisons différentes. Pour les Britanniques, c'est parce qu'ils y sont déjà à l'époque très implantés économiquement. Oui. Et que vous le savez, pour les Britanniques, les intérêts économiques sont absolument fondamentaux. Et que surtout, c'est la route des Indes. L'Empire ottoman se trouve stratégiquement positionné sur la route qui mène à leur empire des Indes. Pour les Français, en apparence, c'est désintéressé. C'est-à-dire que Napoléon III n'a pas d'intérêt direct à intervenir aux côtés des Ottomans contre les Russes. Alors, il a un intérêt indirect, c'est l'intérêt de défense des intérêts catholiques, car il faut savoir qu'à Jérusalem et dans les lieux saints, les orthodoxes russes, taillaient des croupières aux Français qui, depuis François Ier, gardaient les lieux saints. Et donc, cette querelle autour des lieux saints... Toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas, est un premier motif de friction. Mais le deuxième motif, il est fondamental, c'est de se réinstaller à la table des grandes nations par une victoire qu'on obtiendra sur les Russes. Et le troisième motif, c'est de faire entrer dans cette guerre le royaume de Piémont-Sardaigne, avec son chef de gouvernement Cavour, de manière à ouvrir, au moment du congrès de paix, la question de l'unification italienne, la création d'un futur royaume d'Italie. Donc tout ça, Napoléon III qui voit loin, là en tête. La guerre est très difficile, mais elle va être remportée. Alors on a en tête par exemple Sébastopol, Malakoff, qui ont donné leur nom à un certain nombre de toponymes en France. Et imaginez que le congrès de paix se tient à Paris. On efface le congrès de Vienne de 1815 par un grand congrès qui a lieu en 1856 à Paris, dans le bâtiment du Quai d'Orsay, qui est inauguré à cette époque, qui est le nouveau siège du ministère des Affaires étrangères. Alors, autre pays qui lui aussi est morcelé, c'est l'Allemagne. Oui. Donc c'est intéressant. Donc est-ce qu'on peut faire un petit focus justement sur les relations franco-allemandes? Alors est-ce qu'il a senti le danger d'une unité? Est-ce qu'il a vu venir la chose? Et avant la guerre, était-il favorable d'ailleurs à cette unité? Alors il était favorable indéniablement à une forme d'unification en Allemagne qu'il voyait d'un bon ordre. Cette unification était en cours. Rappelons que l'Allemagne à l'époque est extrêmement morcelée. 350 États avant la Révolution française. Napoléon procède à une première unification, mais au Congrès de Vienne, cet ensemble napoléonien éclate.
une quarantaine d'États dans ce qu'on appelle la Confédération germanique, le Deutscher Bund, né en fait du Congrès de Vienne de 1815. Et Napoléon III n'est pas défavorable à ce que la Prusse, qui est l'État le plus puissant en Allemagne, eh bien, commence une forme d'unification, d'autant plus qu'il n'aime pas véritablement les Autrichiens, auquel il s'est opposé en 1859 dans la guerre d'Italie. Donc il voit d'un œil bienveillant ce que Bismarck, qui est le principal ministre du royaume de Prusse, est en train de faire à l'égal de Cavour en Italie, dans le Piémont. Et je dirais, pour être parfaitement honnête avec vous, là, il ne fait pas preuve de clairvoyance. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le danger que représente cet État en cours de militarisation et d'industrialisation qu'est la Prusse. Il ne voit pas non plus l'intelligence de Bismarck, qui a été en fait ambassadeur en France. Les deux hommes se sont jaugés. Bismarck a peut-être mieux jugé en fait Napoléon III que Napoléon III n'a jugé Bismarck. On va lui ouvrir un boulevard à Bismarck pour qu'il commence l'unification allemande. Mais là, la boîte de Pandore va être ouverte. En 1866, je le rappelle toujours à mes étudiants et dans mes livres, vous avez une bataille qui intervient, qui est l'une des 3 batailles les plus importantes de tout le 19e siècle. Vous avez bien évidemment Waterloo en 1815, vous avez Sedan dont on va reparler en 1870 qui découle directement de ce qu'on est en train de raconter. Et entre les deux, vous avez la bataille de Sadova le 3 juillet 1866 où en une seule bataille et contre toute attente, la Prusse écrase l'Empire d'Autriche et tous les États allemands, les 40 États allemands qui sont alliés à l'Autriche en une seule bataille. Et là, les yeux de Napoléon III finissent par s'ouvrir. Oh là là, j'ai ouvert une boîte de Pandore, la Prusse est extrêmement dangereuse. Il va chercher à entraver désormais le processus d'unification allemande par divers moyens. Il va essayer de renforcer l'armée française, mais Bismarck va se montrer plus fort en fait que Napoléon III. Oui. Alors passons maintenant au volet social de sa politique, qui est certainement l'un des plus intéressants, enfin je trouve, et surtout novateur. Alors il est l'auteur d'un petit livre paru en 1844 qui s'appelle De l'extinction, intitulé De l'extinction du paupérisme. Alors peut-on dire d'abord que c'est un ouvrage socialiste ? D'une certaine façon, Louis-Napoléon Bonaparte, emprisonné au fort de Ham, c'est là qu'il rédige ce livre, se considère comme un socialiste. Et ce qui est absolument fascinant chez cet homme, c'est qu'il va recevoir un brevet de socialisme de George Sand, la grande écrivaine, la grande romancière à l'époque, elle-même socialiste, et de Louis Blanc, qui est l'un des plus grands socialistes du temps. Et il va garder ces lettres. Et au moment de l'élection présidentielle dont nous parlions tout à l'heure, il va les ressortir pour séduire l'électorat de gauche. Je dis toujours, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un précurseur du populisme. C'est-à-dire que voilà, il séduit la gauche en lui disant ce qu'elle veut entendre. Il séduit une partie de la droite en lui disant ce qu'elle veut entendre. Au moins de sa campagne présidentielle de novembre 1848, c'est fascinant de modernité, je dirais d'une certaine façon. Mais il y a une sincérité aussi chez lui, c'est-à-dire qu'il est intéressé par le sort des classes laborieuses. Il le dit dans l'extinction du paupérisme. Et en fait, on ne comprend pas sa doctrine socio-économique si on ne la fait pas partir des aspects sociaux. À la base de tout, il s'agit de faire progresser la société française, d'un enrichissement commun de cette société, et en particulier de ceux qui souffrent le plus. Oui, quels sont les problèmes sociaux les paysans et les ouvriers. Alors il y a ce qu'on appelle la question sociale. Et en fait, la question sociale, ce sont les ouvriers. Les ouvriers, qui sont-ils dans ce premier 19e siècle ? Les anciens agriculteurs. Des paysans déracinés, c'est le fameux exode rural. Ils arrivent dans les villes, on les fait travailler extrêmement dur dans les fabriques et les usines. Je vous renvoie à Victor Hugo. Les enfants travaillent dans ces fabriques. Donc les femmes, les enfants travaillent extrêmement dur, les hommes aussi bien évidemment. Et il s'agit par un biais ou par un autre de résoudre en fait cette question sociale. Elle préoccupe Louis-Napoléon Bonaparte et durant son règne, il va essayer de la résoudre en prenant un grand nombre de lois sociales. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales ? Oui, bien sûr. Alors dans les années 1850, comme il a besoin du soutien des notables, des anciennes élites pour gouverner, il a cherché à mener une politique sociale sous la Deuxième République et il s'est heurté à ces élites, à ces notables. Et au début de son règne, en 1852, d'empereur Napoléon III, eh bien, il ne va pas parvenir véritablement à mener cette politique sociale, car quand il prend une mesure, elle est entravée, elle est retoquée, soit par les assemblées, soit par le Conseil d'État. Et donc,
Eh bien, il va revenir à la doctrine saint-simonienne, c'est-à-dire faire découler par une amélioration économique, le progrès économique, le bien-être de la société. Mais dans les années 1860, un certain nombre de notables se sont détachés de lui, à cause de la question italienne, entre autres, ce qu'on appelle les cléricaux, des catholiques politiques, et il va décider de mener une politique sociale de plus grande ampleur. Et c'est là, dans les années 1860, qu'il va prendre un certain nombre de très très grandes lois. Alors, et de décrets. On peut en citer un certain nombre. Imaginez par exemple qu'en mai 1864, il fait voter ce qu'on appelle la loi sur les coalitions. Et pour faire simple, pour que vos téléspectateurs comprennent bien, c'est la loi qui établit en France le droit de grève. Imaginez que ce droit de grève avait été interdit par nos monarques, interdit bien évidemment par la Révolution française, qui était au départ en 1789 une révolution très très libérale. Alors en 1848, les républicains avaient cherché à la mettre en place, et puis très vite ils s'étaient heurtés à un principe de réalité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, l'insurrection de juin 48. Et vous avez une réaction de la République qui devient une République conservatrice. On ne fait pas passer cette loi. Et c'est le monarque qu'on présente comme réactionnaire, Napoléon III, qui fait passer cette loi. Le temps de grève. Exactement. En mai, au printemps 1864. Et puis à la suite des décrets très très intéressants, un décret par exemple qui crée des retraites pour les ouvriers. Il avait déjà créé les retraites pour les fonctionnaires en 1853, modernité absolument inouïe. Il n'y a pas en Europe à l'époque de retraite pour les fonctionnaires. Et c'est Napoléon III qui les crée en 1853. Il va les mettre en place pour les ouvriers, des assurances maladie, le rétablissement des sociétés de secours mutuels que, pour être très honnête, je préciserai qu'il avait lui-même supprimé au début de son règne. L'idée également de mettre en place une vraie inspection du travail pour contrôler ce qui se fait dans les usines. Et puis également l'idée de la suppression du livret ouvrier, qui était un passeport intérieur qui contrôlait les ouvriers, qui existait sous la monarchie, qui avait été supprimé sous la Révolution et que Napoléon Bonaparte avait rétabli sous le Consulat. Et donc il ambitionne de supprimer ce que son oncle Napoléon avait créé. Et puis, un élément important, un enrichissement de la classe ouvrière pendant son règne. Là, on est dans une période d'inflation et d'appauvrissement de nos couches populaires et des classes moyennes. Il y a, durant le règne de Napoléon III, un enrichissement des campagnes, des ouvriers et des classes moyennes absolument indéniable. Et du côté de l'éducation, formation professionnelle, des avancées aussi, également. Alors on a en tête les lois Ferry de 1880, 80-80, mais en fait ces lois Ferry découlent d'une certaine façon de la politique menée par Napoléon III avec ses ministres successifs de l'instruction publique. Et en particulier l'un d'entre eux qui est fondamental, Victor Duruy, qui détient d'ailleurs l'un des records au ministère de l'Instruction publique et de l'Éducation nationale. Je crois que c'est Jean-Michel Blanquer qui l'a battu assez récemment, puisqu'il est resté en fait en place de 1863 à 1869, Victor Duruy. Et Victor Duruy, que fait-il ? Eh bien, il crée un certain nombre de lycées avec un enseignement technique et des langues modernes dans ces lycées. On enseignera l'anglais sur le littoral atlantique, l'italien à la frontière italienne, l'espagnol à la frontière espagnole, l'allemand à la frontière allemande. Quelle modernité ! Des cours d'enseignement technique avec des matières comme les sciences vivantes, la science physique, l'ancêtre de la technologie, des créations de cours pour jeunes filles. Imaginez la modernité dans la France, je dirais, très conservatrice et un petit peu misogyne, qui est celle du 19e siècle. Victor Duruy crée des cours, des enseignements pour les jeunes filles. Et un développement de l'instruction primaire que Victor Duruy ambitionne de rendre gratuit entièrement et obligatoire. Ce sont deux des trois piliers de ce que mettra en place Jules Ferry. Il manque la laïcité. Alors la laïcité trop moderne, là il faut le reconnaître, pour le règne de Napoléon III, il y a toujours cette fameuse alliance avec l'Église. Et là, bien évidemment, le clergé aurait achevé de se détacher de lui s'il avait rendu la laïcité obligatoire. Mais grande modernité, école de jeunes filles, dans toutes les communes de France, telle est l'idée de Victor Duruy en 1868. Alors, le nom de Napoléon III est indissociable de celui d'Haussmann. On va plutôt dire que le nom d'Haussmann est indissociable de celui de Napoléon III. En tout cas, indissociable des grands travaux effectués à Paris. Mais il n'y a pas que Paris. Je crois que toutes les autres grandes villes ont été concernées. Donc, il y a vraiment une politique de grands travaux à travers tout le pays également. Effectivement, le règne de Napoléon III est associé à la modernisation urbanistique des grandes villes françaises. Là encore, inspiré de ce qui s'est fait en Angleterre. Les espaces verts, les
chemins de fer qui arrivent en cœur des villes, les nouveaux transports urbains, l'éclairage, eh bien tout ça... Éclairage au gaz. Exactement, Louis-Napoléon Bonaparte l'a vu en fait dans les grandes villes britanniques et en particulier à Londres où il a beaucoup vécu. Alors il a trouvé pour Paris l'homme de la situation, c'est effectivement Georges Haussmann qui deviendra le baron Haussmann sous le règne de Napoléon III, et cet homme il l'a repéré comme préfet à Bordeaux, en Gironde. Et il l'avait accueilli en grande pompe quand il était président de la République, et quand il va s'agir de trouver un nouveau préfet de la Seine pour développer sa grande politique urbanistique, on va faire appel à lui. Nous sommes en juin 1853, et de juin 1853 jusqu'à janvier 1870, c'est-à-dire la quasi-totalité du règne de Napoléon III, c'est Haussmann qui va mener cette très très grande politique urbanistique. Donc on voit que les Parisiens aujourd'hui se plaignent des travaux permanents à Paris. On n'imagine pas ce que ça a pu être pendant ces 15 années. Alors, ça doit être tout à fait. Un bouleversement absolument Vous essentiel. avez entièrement raison. C'est-à-dire que le Paris haussmannien, c'est un chantier perpétuel et les Parisiens s'en plaignaient énormément. Mais c'est pour nous donner cette ville de pierre, cette ville où l'air circule, cette ville avec les espaces verts que tout le monde connaît, qui sera copiée dans le monde entier, et que malheureusement, je serais tenté de dire, notre maire de Paris détruit en partie. Alors, je mettrai un petit bémol, parce que Bertrand Delanoë, vous ne le savez peut-être pas, était un très très grand admirateur de Napoléon III et du préfet Haussmann. D'ailleurs, Delanoë envisageait même à un moment donné de reconstruire le palais des Tuileries qui a flambé au moment de la Commune. Ah oui. En revanche, son adjointe au maire devenue maire à sa suite, qui est Anne Hidalgo, est moins admiratrice de Haussmann, et d'une certaine façon, elle détricote son travail. Et imaginez par exemple que le mobilier urbain, vous savez, ces bancs. Oui, les fontaines Wallace, les bancs, les fontaines Wallace, tout ça. Eh bien, les bancs en particulier, certains ont été démontés, ils avaient été mis en place sous le règne de Napoléon III. C'est Daviau qui les a mis en place. Donc ces grandes avenues, est-ce que c'est une légende urbaine? On a souvent dit que c'était pour permettre à la troupe de réprimer des révoltes populaires. Alors la vérité se situe quelque part entre les deux. Haussmann, c'est un homme d'ordre, c'est un bonapartiste de toujours, Haussmann. Son père avait servi le premier des empereurs. Et Haussmann a bien évidemment en tête, il est préfet de la Seine, un objectif d'ordre public. Paris, c'est la matrice des révolutions. Il s'agit d'éviter de nouvelles révolutions. Et puis, il y a eu le soulèvement au moment du coup d'État du 2 décembre contre le président. Et donc, eh bien, Haussmann met le marché en main à Napoléon III. Mais il faut faire attention, il ne faut pas inverser les choses. Il faut savoir que quand il était en Angleterre et quand il était en prison, Louis-Napoléon Bonaparte avait tracé de grandes avenues, de grands boulevards rectilignes pour assainir la ville, qu'on y circule plus favorablement. Donc, je dirais, c'est un peu la rencontre des deux. La préoccupation d'ordre public que porte le baron Haussmann et la grande préoccupation de développement économique, social et culturel, faire de Paris la plus belle ville du monde, et elle sera mise en majesté par l'exposition universelle de 1855 et celle de 1867. Et donc il y a un peu des deux, je dirais, dans l'œuvre de Napoléon III et d'Haussmann à Paris. Il n'y a pas que Paris, on voit quelles grandes villes aussi sont quasiment touchées par l'effet Haussmann. Quasiment toutes. Alors Lyon, Marseille, Lille, Rouen, Besançon, etc., etc. Quasiment toutes. Peut-être l'une des rares exceptions, et encore, c'est Bordeaux, parce que Bordeaux avait été extrêmement modernisé, je dirais, au XVIIIe siècle. Il y avait tout ce patrimoine urbain. Et là, à Bordeaux, la modernisation se fait un petit peu en périphérie du cœur de ville. Mais en dehors de quelques rares exceptions, quasiment toutes les grandes métropoles de France ont été modernisées par le règne de Napoléon III. Alors, un pays, il rayonne également à l'étranger par ses réalisations économiques, mais également d'une façon importante par les arts, l'architecture, la mode, ses découvertes scientifiques et technologiques. Donc, dans ces domaines, quel fut l'apport du Second Empire? C'est un domaine absolument majeur. On pourrait reprendre quasiment tous les secteurs que vous donnez, et Napoléon III a encouragé, par des formes de mécénat, tous ces secteurs. Alors, il y a quelques domaines, je dirais, qui ne recueille pas complètement une passion de Napoléon III. Il n'a pas l'oreille musicale. Il a beaucoup de talent en ce sens qu'il dessine remarquablement bien. Il s'intéresse beaucoup à la littérature, au théâtre. Le théâtre le passionne véritablement, comme l'impératrice Eugénie permet de la citer, on n'a pas encore évoqué son nom, mais par contre, il y a des domaines, la musique par exemple, ou la peinture, où il a des goûts extrêmement classiques.
Au moins, il y a un salon de peinture qui existe depuis très très longtemps, depuis nos monarques, depuis nos rois de France, qui existe à Paris. Le goût y est très classique, c'est un goût académique, mais au moins Napoléon III a-t-il l'intelligence d'admettre dans ce qu'on appelle le salon des refusés, où Manet, entre autres, exposera, les peintres dont il n'apprécie pas les peintures et qui sont rejetés par l'Académie. C'est à son honneur d'accepter cette forme d'opposition artistique qui, dans les milieux académiques, y compris d'ailleurs dans les milieux républicains, n'avait pas forcément bonne presse à l'époque. Vous parliez d'exposition universelle tout à l'heure, c'est à ces occasions que Paris devient la ville lumière ? Oui, parce que dans ces expositions universelles où on présente les produits de l'industrie, les produits de l'agriculture, mais aussi, ce sont à l'époque des expositions de beaux-arts, des sculptures, des peintures, le monde entier, alors le monde éclairé bien évidemment, même si la presse progresse, a les yeux rivés sur le pays qui expose ses produits. C'est l'Angleterre qui a initié le mouvement en 1851 et toujours dans cette compétition avec l'Angleterre, Napoléon III embraye dès 1855 et puis alors il y a cette exposition faramineuse de 1867 dont Offenbach, dont Zola nous relateront à la grandeur. Imaginez 15 millions de personnes du monde entier qui se presseront pour voir l'exposition universelle de Paris. Alors, il nous reste quelques minutes et je voudrais évoquer avec vous la place de Napoléon III dans la mémoire collective des Français. Alors, je disais en introduction que son règne était souvent réduit à 2 dates, le 2 décembre et Sedan. Et puis au milieu, une espèce de grand vide un peu poussiéreux. Et même dans les programmes scolaires, il fut longtemps. Alors, déjà, à quel moment était descendu de son piédestal dès la défaite, la Troisième République tout de suite là... Très clairement. Alors, Napoléon III, on le résume à 3 choses, vous en avez donné 2. C'est effectivement le coup d'État initial qu'il ne faut pas oublier, la macule, c'est la fête impériale. On s'étourdit dans les plaisirs sans voir les dangers qui montent. Et justement, l'un des dangers, c'est l'Allemagne, la Prusse, et la débâcle finale, pour reprendre le titre du roman de Zola. Alors, les Républicains, les choses ne sont pas gagnées quand ils prennent le pouvoir le 4 septembre 1870, à la faveur d'une révolution liée en grande partie à la débâcle de Sedan, il faut le dire, puisqu'il y a eu un plébiscite en mai 1870 pour consolider l'Empire, c'est l'Empire libéral, qui est absolument triomphal et qui est un plébiscite libre. Là, le peuple français a été totalement consulté dans la liberté. Et du coup, les programmes scolaires de la Troisième République et ceux qui suivent ont accordé une portion congrue, je dirais, au Second Empire pendant très longtemps. Je pense que quand vous étiez élève et que je l'étais moi-même, on doit avoir à peu près le même âge, le Second Empire était rejeté en fin de programme et on l'étudiait extrêmement peu au détriment d'autres régimes. Les choses ont changé récemment, il faut le dire. On est passé presque d'un extrême à l'autre. Je ne veux pas savonner la planche sur laquelle je me trouve en tant que spécialiste du Second Empire, mais je trouve même que c'est presque excessif. Dans le programme de seconde, imaginez, vous avez une 12aine de chapitres et vous en avez 3 qui font la part belle à la Deuxième République et le Second Empire. Pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, effectivement, on ne l'a pas dit encore, mais dans le domaine politique, c'est l'apprentissage très intéressant de la démocratie contemporaine, avec toutes ces apories, tous ces travers. Le populisme, il est déjà là chez Louis-Napoléon Bonaparte. Donc on comprend énormément de choses quand on étudie la Deuxième République et le Second Empire. Donc il y a un chapitre là-dessus dans les nouveaux programmes de seconde. Vous avez, je ne m'en plains pas, bien au contraire, vous avez un chapitre également sur la politique étrangère, parce que c'est le principe des nationalités. Des États-nations en Europe naissent avec le Second Empire. On a cité l'Italie, on a cité l'Allemagne, on pourrait citer la Roumanie, car Napoléon III est le père de la Roumanie. La Roumanie, c'est quand même 35 millions d'habitants, ne l'oublions pas, même si c'est un petit peu loin de nous. La francophilie roumaine. La francophilie roumaine. Vient de cette époque. Quand je vais en Roumanie, c'est tapis rouge. Oui, et puis toute l'intelligentsia parlait français. Mais exactement, et ça on le doit à Napoléon III. Et puis le 3e chapitre, c'est un chapitre économique et social. On a souligné l'importance du règne de Napoléon III pour les questions économiques et sociales. Donc là, il occupe maintenant une position centrale dans les programmes secondaires. Pourvu que ça dure. Éric Anseau, merci infiniment. C'était vraiment passionnant. Il y aurait 1000 autres choses à dire sur l'homme, Napoléon, sur le côté militaire, etc. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, je renvoie à vos ouvrages dont les téléspectateurs trouveront la liste sous la vidéo. Nous allons mettre quelques références. D'ailleurs, sous la vidéo, n'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce levé et de vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez retrouver maintenant Christopher Lannes et la petite histoire. À bientôt.
De temps en temps, je reçois des messages pour cette émission, La Petite Histoire, de gens qui me disent de faire attention à la grossièreté. Alors, à la base, j'avais tendance à dire, ça va, des grossièretés, j'en emploie pas tant que ça, puis en plus, c'est des grossièretés assez banales. Et là, récemment, j'ai reçu un autre message de quelqu'un qui me disait de faire attention, mais parce qu'il montrait toutes mes vidéos à ses enfants, et il apprenait l'histoire avec ses enfants grâce à mes vidéos. Alors déjà, ça m'a fait très plaisir, et donc je vais vous promettre de, rien que pour cette raison, faire attention à la grossièreté que je peux employer. Merci aux enfants qui me regardent. Déjà, j'espère que vous comprenez quelque chose à ce que je dis, si c'est pas trop compliqué. Et sinon, bravo à vous, félicitations pour votre intérêt pour l'histoire, j'espère qu'il va aller en grandissant. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on va parler d'un sujet, d'habitude on parle généralement des grandeurs de la France, des hauts faits de notre histoire. Et bien là, pour le coup, on va parler d'un désastre, d'une débâcle, la débâcle de Sedan en 1870, avec à la clé la chute du Second Empire de Napoléon III. Bon, un bref rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la période. Napoléon III a été élu président de la République en 1848 et ensuite, par un coup d'État, 4 ans plus tard, en 1852, il s'est fait proclamer empereur. Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Ier, enfin il paraît, parce que maintenant il y a tout un débat là-dessus, mais bon, on va dire que c'est le neveu de Napoléon III, et comme la République l'a remplacé à la chute de l'Empire, il a joui d'une image assez délétère, on l'a diabolisé, et c'est pourquoi une réhabilitation s'impose, d'ailleurs c'est déjà le cas actuellement, mais on n'en fait jamais assez. Parce qu'il a fait des choses de bien, Napoléon le Petit, comme Victor Hugo l'appelait, ne serait-ce que sur le plan économique, avec le début de la France dans la modernité, l'industrialisation, les chemins de fer, il a mis en place ce qu'on pourrait appeler une sorte de capitalisme social, il y avait toujours un aspect social très fort, et une politique assez libérale, avec les libertés individuelles qui étaient respectées, les libertés de la presse, etc. Pas comme son oncle, mais bon, on va voir où ça va le mener, ces histoires. Lorsque le Second Empire chute en 1870 suite à la défaite contre les Allemands, encore eux, enfin déjà eux, si on peut dire, eh bien, le régime jouissait alors d'une très forte popularité et Napoléon était largement approuvé par plébiscite par l'électorat masculin, puisqu'à l'époque, c'était un vote essentiellement masculin. Ah, le bon vieux temps. Non, je plaisante, le bon vieux temps, c'est quand on votait pas du tout. Et puis, le Second Empire n'était plus vraiment ce qu'il était. Après un revers aux élections de 1869, Napoléon III était un peu devenu un empereur constitutionnel. C'est ce qu'on a appelé l'Empire libéral, et il était flanqué d'un premier ministre, entre guillemets, qui s'appelait Émile Ollivier, et qui était un républicain. Et il y avait deux courants qui s'opposaient. Il y avait d'un côté les républicains, avec Émile Ollivier à leur tête, même s'il était décrié un peu chez les républicains, et de l'autre, il y avait Eugénie, l'impératrice, d'origine espagnole et catholique fervente, donc très conservateur. Enfin bref, le régime était déjà assez déstabilisé en interne, et Napoléon III lui-même était mourant à l'époque. Il souffrait de ce qu'on appelait la maladie de la pierre, c'est-à-dire qu'il avait en gros un caillou de 3 cm dans la vessie, ce qui devait pas faire du bien. Et même juste avant le début des hostilités, il devait être opéré d'urgence, il était vraiment mourant. Mais comment est née cette guerre contre la Prusse? Eh bien, comme de nombreuses guerres dans l'histoire de France, elle est née d'une querelle dynastique concernant l'Espagne. Depuis 1868, en Espagne, le trône est vacant puisque la reine Isabelle est en exil en France, à Biarritz, chez son amie Eugénie, qui est elle aussi espagnole, comme je l'ai dit. Le général Prim, qui représente la junte libérale qui a pris le pouvoir en Espagne, cherche un souverain et il va trouver un prince allemand. Évidemment, la France va s'opposer à ce choix puisque un prince allemand sur le trône d'Espagne, on va quand même se remémorer des souvenirs avec les Habsbourg qui enserraient la France et la prenaient en étau. Donc pour la France, c'est non. Donc la France va négocier sévèrement, envoyer son ambassadeur Benedetti, ambassadeur de France à Berlin, pour négocier avec le roi de Prusse, Guillaume Ier. Ce roi de Prusse, Guillaume Ier, était, on pourrait dire, un ami, enfin il avait de très bonnes relations avec Napoléon III, il était à milieu d'envisager une guerre, et il allait même céder justement sur cette affaire. Parce que Benedetti va être envoyé à Ems, qui est une station thermale où Guillaume Ier se reposait, justement pour négocier le retrait de la candidature de ce prince
allemand dont la France ne voulait pas, et Guillaume Ier était tout à fait d'accord, et justement, des accords ont été signés. L'Allemagne a retiré la candidature de son prince. Et c'est là que le cynique, enfin le pragmatique, le sournois Bismarck va intervenir, puisque l'accord étant conclu, Benedetti va, comme c'est d'usage diplomatiquement, publier tout un tas d'exigences purement administratives, hein, tout à fait normales, vis-à-vis du comportement que doit avoir l'Allemagne par rapport à la couronne d'Espagne, etc. Et Bismarck va extraire ce rapport, en extraire quelques substances, et le modifier, le caricaturer, et envoyer ça dans la presse allemande, pour montrer un peu comment les Français sont des méchants, etc. Les deux opinions publiques vont enrager, la tension va monter, et ensuite ce sera l'engrenage jusqu'à la guerre. Je vous l'ai dit, Napoléon III était très malade, mourant même, et pour ne rien arranger, il était mal entouré, mal conseillé. On lui disait que le pays était prêt, hein, il ne manque pas un bouton de guêtre à nos uniformes, disait-on. On lui disait que le pays était prêt, qu'on allait affronter les Allemands sans aucun problème, que ça allait être une campagne rapide, que tout allait bien. On lui disait que l'armée était prête, et notamment le maréchal Leboeuf, qui était un ministre de la guerre assez incompétent. On lui disait que l'armée était prête, alors qu'en fait, c'était faux. Mais l'armée prussienne, elle, l'armée allemande, elle était prête. Elle avait déjà fait sa réforme, elle était tout à fait en état de combattre. Mais l'armée française, il y avait encore beaucoup de choses à voir, et on peut faire ce reproche notamment au parlementarisme. Je vous ai dit que ça allait conduire à des problèmes. De toute façon, ça conduit toujours à des problèmes entre nous, puisque les projets de réforme, les budgets pour l'armée ont été repoussés par le Parlement. Enfin voilà, la France n'était pas prête. Et Napoléon III lui-même n'avait pas envie de cette guerre, donc il y a été contre son gré, malgré lui, et donc un peu en traînant les pieds, et du coup, l'armée a manqué d'un leader. La suite, vous la connaissez, l'armée française avait ses plans, hein, elle était censée aller en Allemagne pour se battre, sauf que ce sont les Allemands qui ont pris les Français de court, qui ont attaqué en premier, et la première escarmouche entre Français et Allemands est une surprise totale pour les Français, et à chaque fois, les Français auront un coup de retard et devront sans cesse s'adapter, avec en plus des cartes d'état-major qui étaient des cartes d'Allemagne, puisqu'on pensait aller se battre en Allemagne, alors qu'en fait, les Allemands nous avaient devancés, et on se retrouvait à se battre dans la région de Metz et en Alsace, et les Français n'avaient pas du tout de cartes disponibles pour ces régions. Ah, comme signe d'impréparation, ça va quand même chercher loin. Hein. Les soldats français vont marcher à l'aveugle, être sans arrêt surpris par les Allemands, et donc devront réagir, enfin ils auront toujours un coup de retard. Mais malgré tout, il est important de le souligner, les soldats français se sont battus comme des lions, se sont battus héroïquement, les batailles ont été terrible, extrêmement meurtrière pour l'un comme pour l'autre. Les Français vont enchaîner les défaites les unes après les autres, malgré une très belle résistance, je l'ai dit, mais voilà, quand on a un coup de retard, on ne peut qu'encaisser les coups jusqu'au moment où on n'a plus rien à donner. Au final, une armée va se retrouver bloquée dans Metz, on va donc monter une armée de secours qui va partir de Châlons pour aller secourir l'armée dans Metz, mais comme tout va mal, absolument tout va mal, et bien cette armée de secours, plutôt que de se précipiter sur Metz, va zigzaguer, tergiverser, s'arrêter, envoyer des éclaireurs, faire des marches, des contre-marches, et même s'éloigner de l'objectif, c'est pour vous dire. Ah là 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 là, on est quand même loin des manœuvres de Napoléon Ier, hein. Je veux pas tirer sur l'ambulance, mais quand même, il manque un truc, quoi. Elle va à ce point s'éloigner de l'objectif qu'elle va arriver à Sedan, et à Sedan, c'était l'idéal pour les Allemands qui ont pu encercler totalement l'armée française. Et là, je fais une petite note. Pourquoi les Français ont été ainsi surpris à Sedan et à ce point bien encerclés ? Eh bien, c'est parce que la presse française publiait, pendant la guerre, les itinéraires des armées françaises, et donc les Allemands, en consultant la presse française, pouvaient suivre tous les déplacements, sans problème. Il est beau, l'empire libéral et la liberté de la presse et des individus, ah mais c'est magnifique. Au final, je l'ai dit, cette armée de secours va se retrouver bloquée dans Sedan, en compagnie de Napoléon III d'ailleurs, qui sera présent sur place malgré sa maladie, et va se faire pilonner avec une intensité effroyable par l'artillerie allemande. On compte plus de 10 000 tués en moins de 12 heures. C'est un carnage. Et Napoléon III qui est présent, mourant, à bout de force, hein, parce qu'on le trimballait de champ de bataille en champ de bataille malgré sa maladie, et d'ailleurs il se maquillait, il se faisait maquiller pour masquer sa maladie justement, eh bien Napoléon III, à bout de force, va prendre une dernière décision, sa dernière décision d'empereur,
arrêter le carnage, hisser le drapeau blanc de la reddition. Ensuite, on va signer la capitulation de l'armée. Guillaume Ier, qui, je vous l'ai dit, avait de bons rapports, de bonnes relations avec Napoléon III, va demander à ce qu'il y ait des conditions honorables pour la France et les soldats français, mais Bismarck ne va pas l'entendre de cet avis. Lui, ce qu'il veut, c'est affaiblir la France définitivement. C'est un désastre total de A à Z, et dès le lendemain de Sedan, l'Assemblée à Paris va proclamer la déchéance de l'Empire et par la même occasion la République le 4 septembre 1870. La guerre ne va pas s'arrêter pour autant, hein, les républicains vont reprendre le flambeau, mais ça c'est une autre histoire. Et quant à Napoléon III, vous connaissez peut-être la suite, il va ensuite être exilé avec sa famille en Angleterre, où d'ailleurs il repose toujours aujourd'hui. Et ça, c'est un sujet à vif débat, mais c'est un autre problème, encore une fois. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Le pouce bleu pour soutenir l'émission, très important. Merci pour vos commentaires, merci de partager la vidéo, merci d'être fidèle à l'émission La Petite Histoire, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.